assassinat dans un village. Les autres, ils ont brûlé. Une fille de 17 ans. Et la garde à vue continue. Voilà les questions auxquelles devra répondre l'IGF. Talk about a bad week. Pas de mobile, pas de suspect, aucune piste officielle. Au sommaire de cette édition, meurtre dans l'Essonne. Un homme est retrouvé mort, sans main, sans pied et sans tête. Sa femme Florence est soupçonnée d'avoir commis le crime. T'es pas loin du crime parfait. Florence est-elle coupable? Le verdict de la cour d'assises de Créteil dans quelques minutes. Vous savez, les erreurs judiciaires, ça y arrive. Ils ont tout enquêté à charge et nous, maintenant, on va s'occuper d'essayer de trouver la vérité. Voilà. Le reportage de la semaine, Bruno et Gérard, deux pères dans la détresse. Ils se battent depuis des années pour récupérer la garde de leur fille, placée en famille d'accueil. C'est une banderole que je sors depuis plusieurs mois dans Paris pour me plaindre de la disparition de ma fille Justine. En France, plus de 130 000 enfants sont pris en charge par les services sociaux, parfois dans des conditions abusives. Ça détruit de l'intérieur. C'est insidieux, c'est comme ça. Le portrait de la semaine, Mathieu de Baptiste, procureur de la République. C'est trop gros pour vous, mais quand vous étiez dans votre chambre d'hôtel en train de trafiquer les stupes, ça vous paraissait pas trop gros, donc... Tous les jours, il décide du sort de dizaines de prévenus au nom de la société. Histoire de star, la presse people. Je vais prendre notre camarade qui est là, voilà, elle bouge pas, merci. Depuis quelques années, les procès encombrent les tribunaux. On a au moins un procès par semaine. Le tribunal de Nanterre, spécialisé dans les procès de stars, est submergé. Plus de 183 affaires ont été jugées depuis le début de l'année. 230 sont actuellement en cours. Elles peuvent rapporter gros. On peut atteindre pratiquement, on va dire, le million d'euros de dommages et intérêts. Mais d'abord, notre enquête en région parisienne. Florence est accusée d'avoir tué et mutilé son mari. Moigny-sur-École, une petite commune de l'Essonne, en région parisienne. Un village tranquille qui bascule dans l'horreur en février 2004. Un cadavre est retrouvé sans main, sans pied et sans tête, à moitié carbonisé. La drôle de surprise d'un cycliste hier matin près de la forêt d'Avaux à Chanqueuil dans l'Essonne. Alerté par une forte odeur de brûlé, un cycliste a trouvé un corps humain en train de se consumer sur ce parking de la forêt des Grands Avaux. Le cadavre est celui d'un homme dont la tête, les mains et les pieds ont été coupés. Difficile dès lors d'identifier la victime. Les enquêteurs mettront 3 mois avant d'identifier le cadavre. 3 mois avant de révéler que le corps est celui du maçon du village, Yves Bourgade. Et comble de l'horreur, c'est sa femme Florence qui est accusée de l'assassinat. Mais pourquoi Florence aurait-elle tué son mari? Pourquoi aurait-elle découpé et brûlé son corps? Retour sur la vie d'un couple, en apparence tranquille. Les Bourgades et leurs 3 enfants se sont installés à Moigny-sur-École 3 ans avant le drame. Ils ne font jamais parler d'eux. La famille loue cette belle propriété. Florence est mère au foyer. Yves travaille à son compte dans le bâtiment. C'était quelqu'un de jovial, c'était quelqu'un d'aimant la vie, prenant la vie vraiment par tous les bouts, quoi. Yves était quelqu'un d'ouvert, gentil. Je peux pas dire de mal de lui, je veux dire, je l'ai jamais vu violenter ses enfants, ni sa femme. Bon, c'est au fil des mois et des années que j'ai vu qu'il buvait, quoi, qu'il sortait beaucoup. À 44 ans, le père de famille apprécie les soirées bien arrosées et les virées en boîte de nuit. En apparence, Florence n'y trouve rien à redire. Elle laisse faire son mari. Ça le gênait pas de la planter un vendredi soir et puis de partir pour tout un week-end. Et elle préparait ses affaires sur le dossier du canapé. Elle lui mettait son caleçon, ses chaussettes. Et puis il partait. Florence, de toute façon, quand on nous retrouvait dans les repas de famille, elle acquiesçait complètement. Elle disait, mais il faut qu'il s'amuse, ce petit chéri, il travaille dur, il a besoin de se détendre, donc c'est tout à fait normal. Et puis le grand mot qu'ils avaient tous les deux, faut qu'il aille voir ses petites caillettes, quoi. Ça nous a toujours fait rire, ce mot caillette, quoi. Des aventures, Yves en a beaucoup, mais rien de sérieux. Sa femme Florence est au courant, elle ferme les yeux pour sauver son couple. Mais la jalousie a peut-être été trop forte. Elle a subi pendant des années des vexations. L'adultère, l'alcoolisme,
et elle a tout pris sur elle pendant des années, faisant toujours bonne figure, donnant toujours l'impression que tout allait bien, qu'elle pardonnait, que c'était pas grave, c'était pas important. Alors qu'au fond d'elle-même, elle était minée par cette situation. Et l'hypothèse, c'est qu'à un moment ou un autre, ça explose. S'agit-il alors d'un crime passionnel? Les faits se déroulent pendant les vacances de février 2004. Le mercredi 25, à 7 h du matin, Florence appelle une voisine pour lui demander d'amener les enfants chez sa sœur. Elle veut éloigner les petits, car une dispute vient d'éclater à la maison. Yves la quitte pour une autre femme. Le lendemain, le jeudi 26 février, Florence se rend à la gendarmerie pour signaler l'abandon du domicile conjugal. Oui, bonjour monsieur, je viens vous voir parce que mon mari a disparu, je ne sais pas du tout où il est, je suis super inquiète. Le jour suivant, le vendredi 27, on retrouve le cadavre mutilé sur le parking de Chanqueuil. Mais à ce moment-là, personne n'imagine qu'il puisse s'agir d'Yves Bourgade. Ni les gendarmes, ni les proches. Tout le monde pense, comme Florence l'a dit, qu'il est parti refaire sa vie. Quand elle m'a dit il est parti, oui, il est parti. Et même quand vous avez entendu parler du corps Qui a été retrouvé à Chanqueuil, non. Moi, je n'ai pas pensé une seule minute que ça pouvait être lui. Quand on a appris qu'Yves il était parti, j'ai presque souri. J'ai dit c'est un canular, c'est peut-être une incompréhension, il a peut-être fait une escapade, mais j'ai pas eu d'état d'âme à ce moment-là. Et puis quand même, au bout de 2-3 jours, je vais pas dire que je me suis inquiété. J'ai dit là, il exagère un petit peu de ne pas donner signe, surtout à sa maman et ses enfants. Les semaines passent, Yves ne donne aucune nouvelle, mais personne ne fait encore le lien avec le cadavre mutilé. Florence continue de se montrer rassurante avec sa belle famille. Yves finira bien par revenir, dit-elle. Mais en même temps, elle prend une décision qui intrigue. Elle demande à la comptable de liquider l'entreprise de son mari. Et là, les soupçons commencent à planer. Il semble qu'elle s'organise très vite, comme si elle savait que son mari ne reviendrait jamais. C'est un appel à la banquière le lendemain, c'est un appel à la comptable pour que la société soit mise en sommeil ou liquidée. C'est contradictoire. On ne peut pas supprimer tout à coup l'outil de travail de son mari, alors que par ailleurs on dit qu'il va revenir d'un jour à l'autre. C'est l'attitude de quelqu'un qui sait qu'il ne reviendra pas. Faux. Selon l'avocat de Florence, si sa cliente ferme l'entreprise, c'est que les comptes n'étaient pas florissants. Qu'est-ce qu'elle va faire? Non pas comme une femme dont le mari a disparu, elle réagit comme une femme qui a été abandonnée. Elle dit on arrête l'hémorragie financière, donc elle appelle la banquière en disant on bloque. Je vous rappelle qu'ils ont 2 mois de loyer de retard à l'époque et qu'ils n'arrivent pas à le payer, ils n'y arriveront donc en plus jamais. Elle appelle la banquière, elle appelle la comptable en disant les charges sociales ça court et ça court très cher, donc on arrête tout. Mais après la famille, ce sont les gendarmes qui commencent à avoir des doutes sur le comportement de Florence. Elle leur signale 2 cambriolages en 1 mois. En se rendant sur place, ils constatent que rien ou presque n'a été volé. Mais à chaque fois, Florence s'arrange pour qu'ils entendent un message sur son répondeur. Ce cambriolage paraissait un peu étrange. On avait un petit peu l'impression qu'elle avait appelé pour un des 2 cambriolages simplement pour que les gendarmes entendent un message téléphonique laissé sur le répondeur qui semblait provenir d'une voix d'homme, difficilement compréhensible, lointaine, mais qui commençait par « Bonjour ma chérie », comme s'il fallait accréditer l'idée qu'il était toujours vivant et qu'il était parti très loin. Tout ça intrigue un peu les gendarmes et ils vont avoir l'idée de vérifier si le corps sans vie découvert le 27 février ne serait pas par hasard le corps d'Yves Bourgade, ce qui va être fait. On fera un prélèvement ADN sur la sœur d'Yves Bourgade, on a bien sûr un prélèvement ADN du défunt et on va constater qu'effectivement c'est bien lui. Le corps retrouvé est bien celui d'Yves Bourgade et les gendarmes suspectent aussitôt sa femme. Ils décident de la mettre sur écoute. Ils apprennent alors une information qui renforce leurs soupçons. Florence est sur le point de déménager avec ses 3 enfants dans le Berry, alors que l'année scolaire n'est pas terminée. Les enquêteurs en déduisent qu'elle cherche à s'enfuir.
Moi, j'ai l'impression qu'elle commençait à sentir que les choses n'étaient pas aussi simples. Elle sentait la suspicion de plus en plus lourde de la famille d'Yves, et je pense qu'elle a décidé de précipiter un petit peu son départ, et c'est ce que les policiers ont ressenti. Jamais elle s'est cachée du fait de déménager. C'était pas une fuite? Absolument pas. Je pense que si elle avait fui, personne n'aurait été au courant. Mais là, on était quand même un bon nombre de personnes à savoir qu'elle allait partir dans le Berry. Hein. Elle avait même demandé aux institutrices de préparer tout ce que les enfants avaient pu faire pour le transférer dans les futures écoles des enfants. Donc si elle avait voulu fuir, nous en aurait pas parlé. Quelques jours avant son départ, Florence est interpellée par la police judiciaire de Versailles et mise en examen pour assassinat. Je suis persuadé qu'à 8 jours près, s'il n'y avait pas eu peut-être l'ADN et ensuite la mise sur écoute, donc Florence aurait déménagé et on n'était pas loin du crime parfait. Dans leur enquête, les policiers vont découvrir des indices troublants. Pendant son interrogatoire, Florence nie le meurtre, mais elle commet une erreur. Elle livre un détail que seul un témoin pouvait connaître. Elle répondra « C'est horrible ce que vous me dites, vous pensez quand même pas que j'ai tué mon mari, que je l'ai coupé et que je l'ai abandonné nu à cet endroit-là. » Or, personne ne lui avait dit que le cadavre était nu. Sous le corps mutilé, les policiers trouvent un deuxième élément à charge, un mégot de cigarette. Il se trouvait dans la bâche qui entourait le cadavre. On va découvrir que le mégot de cigarette trouvé à proximité immédiate du corps, pratiquement sous le corps, est un mégot de cigarette qu'on avait analysé. Il y avait 2 empreintes ADN, une empreinte d'Yves Bourgade, c'était son sang, et une empreinte féminine, qui était de la salive. On va faire en urgence une comparaison, et on va constater que l'empreinte ADN est celle de son épouse. Alors il y a 2 explications possibles, enfin 3. Ou elle est coupable et stupide, mais quand on a pris tant de précautions, jeter un mégot, moi je trouve ça un peu moyen. 2, quelqu'un l'a mis volontairement, c'est la thèse du complot, à laquelle personnellement je ne crois pas. En revanche, que ce mégot se soit trouvé sur cette bâche parce qu'il y avait du goudron qui avait collé dessus, nous le savons par l'expertise, et que ce mégot soit à un moment donné découvert, ça ne me paraît pas surprenant. Quand on était dans la maison, elle écrasait ses cigarettes dans un cendrier, mais des fois, quand on était à l'extérieur, elle les jetait par terre, elle l'écrasait avec le pied. Donc, le mégot a pu rester collé à la bâche. Ça, le mégot, c'est léger comme preuve, hein, quand même. Hein. Le domicile des Bourgades est perquisitionné, et là encore, les policiers trouvent des indices accablants. Ils utilisent du Blue Star, un produit pouvant détecter des traces de sang, même nettoyées. Ils en tirent une certitude, le crime a été commis dans la maison. On va trouver du sang en grande masse dans la chambre conjugale, sur le sol, sur les plinthes, sur un extincteur qui se trouve dans la pièce. Tout ce sang va être trouvé à l'intérieur de la maison, ce qui va amener la conviction absolue que le meurtre, qui par définition a provoqué d'abondantes hémorragies, évidemment, tout ceci s'est passé dans la maison. C'est sûr que si on se fait le film, le scénario, donc il y a eu... Yves aurait été tué dans la chambre, peut-être découpé, c'est facile par rapport aux enquêtes de police avec leur crémescope et puis leur Blue Star, de voir des taches de sang un peu partout. On arrive tout à fait à s'imaginer cette scène de crime avec tout ça, quoi. Alors, que s'est-il passé dans cette maison le jour du drame? Comment Yves est-il mort? Et pourquoi Florence se serait-elle acharnée sur son cadavre en le mutilant? Pour l'accusation, tout porte à croire que le drame se serait déroulé dans la chambre conjugale le mercredi 25 au matin. À ce moment-là, Yves annonce à Florence qu'il la quitte pour vivre avec sa maîtresse. La dispute aurait mal tourné. On peut imaginer que Florence Federley l'a tué à ce moment-là. De quelle manière? Il y a un extincteur qui porte une trace de temps. Ça peut être une façon... c'est horrible, mais on n'a pas retrouvé la tête. On ne sait pas par conséquent si la tête a subi des dégâts, s'il a été tué par cela.
C'est après avoir tué son mari que Florence aurait appelé sa voisine pour lui demander d'amener les enfants chez sa sœur. Elle n'ira les rechercher que 2 jours plus tard, le temps peut-être de mutiler le corps de son mari. En coupant la tête et les mains, pas d'empreinte dentaire ni d'empreinte digitale. Florence empêchait ainsi l'identification du cadavre. Mais alors pourquoi avoir coupé les pieds? Il n'y a pas de raison, parce que les pieds, a priori, ne sont pas un indice d'identification. Or, et c'est accablant pour elle, or, il apparaît du dossier médical d'Yves Bourgade qu'il avait eu un grave accident à la cheville, qu'il avait été opéré, qu'il avait donc une grande cicatrice sur la cheville et une plaque à l'intérieur de la cheville. Vous le savez, ces plaques sont numérotées. On remonte très facilement au chirurgien qui les a utilisées et donc au patient. Ce qui veut dire que la personne qui a fait ça, pour éviter l'identification, n'avait pas d'autre choix que de couper également les pieds pour être sûr qu'il ne soit pas identifié. Qui savait qu'il avait une cicatrice? Qui savait qu'il avait une plaque dans la cheville? Très peu de gens, dont elle. Dans la nuit du 26 au 27, Florence se serait débarrassée du corps. Elle l'aurait transporté jusqu'au parking afin d'y mettre le feu. L'an dernier, Florence est condamnée à 20 ans de prison pour meurtre. Mais la jeune femme clame son innocence. Elle fait appel. Le 2e procès s'est tenu la semaine dernière devant la cour d'assises du Val-de-Marne. Malgré la douleur, la famille de la victime assiste à ce nouveau procès avec l'espoir que Florence passe enfin aux aveux. La mère de l'accusé, quant à elle, attend un acquittement. Son avocat veut démontrer aux jurés qu'aucun élément ne prouve la culpabilité de sa cliente. Il n'y a rien de pire que la paresse des juges pour provoquer les erreurs judiciaires, la paresse intellectuelle, je parle, c'est-à-dire la théorie des évidences. On condamne mais parce qu'on n'a pas trop d'autres possibilités, d'autres idées, d'autres pistes. Dans ce dossier, il n'y a que des questions, il n'y a quasiment pas de réponse. Ce qui n'interdit à personne de dire qu'elle est coupable et de demander sa condamnation à 20 ans. C'est ça l'erreur judiciaire. Première incohérence soulevée par la défense, les mutilations. Florence n'avait aucune raison de couper les pieds de son mari, car ses chevilles n'auraient pas permis son identification. Mais il n'avait plus de plaques dans les chevilles. On était plusieurs à le savoir. Une autre personne qui a témoigné aussi, son ami qui emmenait Yves, savait aussi qu'Yves n'avait plus cette plaque dans la cheville. L'histoire de la plaque, c'est du vent. Il a eu du matériel d'ostéosynthèse bien des années avant, qui, une fois que son os a été soudé à sa cheville, a été enlevé. Je ne connais pas le mot pour dire l'ablation, mais il a été enlevé. Il restait une vague, une toute petite vis dans sa cheville. L'effet d'audience de Jean-Alain Michel était une pure merveille qui démontre son grand talent et son grand sens de la propos. Il n'y avait pas de plaque. Deuxième interrogation, pourquoi Florence aurait-elle déposé le cadavre à 8 km seulement de chez elle? Une erreur grossière pour une meurtrière qui aurait su se débarrasser de la tête, des mains et des pieds du cadavre, qui n'ont d'ailleurs jamais été retrouvés. Cette personne qui a réussi cette chose extraordinaire de tout faire disparaître dans un temps record, en moins de 48 heures, va mettre un corps en bordure d'une route où tout le monde le voit. D'ailleurs, 13 personnes le voient entre le moment du début de la combustion et le moment de l'intervention des gendarmes. Donc comme on dit qu'elle est très intelligente, très comédienne, très calculatrice, là, sur ce coup-là, je la trouve quand même, si c'est elle, je la trouve quand même légère. Hein, d'aller à un quart d'heure de chez nous et le mettre en plein milieu sur un parking où tout le monde va le voir tout de suite, là, sur le coup, elle n'est pas futée. Hein. Troisième hypothèse contestée par la défense, la cause même de la mort. Florence n'aurait pas eu la force physique de porter les coups qui ont tué son mari. Le légiste a bien confirmé que la cause de la mort est une fracture des 5e et 6e vertèbres dorsales, éclatement de la rate, éclatement du foie, blessure mortelle qui ne peut être provoquée que par une chute d'un 3e étage environ ou par un camion ou un véhicule lancé à pleine vitesse sur le corps. Voilà. Et ce coup porté à la colonne vertébrale, a-t-elle pu le donner? Le légiste l'exclut. Je lui pose la question de savoir si un karatéka champion du monde poids lourd pouvait le faire. Il me dit même pas. Donc ça vient d'un choc cinétique, ça veut dire en mouvement extrêmement violent. Et je peux vous affirmer,
Je n'ai aucune réponse à cela. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Quatrième élément remis en cause, la date de la mort. Yves n'aurait pas été tué le mercredi matin au moment de la dispute, mais le lendemain, dans la nuit du jeudi au vendredi. Tout porte pour moi à croire qu'il est mort dans la nuit du 26 au 27. Tout d'abord parce que le commissaire de police, le premier intervenant, va écrire dans son premier rapport, nous sommes la première page du dossier, la mort remonte à 12 heures. Et il écrit ça en présence du légiste. Et cette nuit-là, Florence a un alibi. Elle dort chez sa sœur dans le même lit que ses enfants. Son avocat est formel, impossible pour elle de s'absenter à ce moment-là pour commettre le crime. Ils se sont tous couchés à minuit, ils se sont levés à 7 heures. Entre minuit et 7 heures, elle a eu le temps de s'endormir avec son fils à côté, d'attendre que tout le monde dorme, de s'assurer que personne ne se réveille, de partir, de disparaître 3 heures, de revenir et de se rendormir comme une bienheureuse et d'être vue à 7h30 du matin en train de préparer le petit déjeuner à ses enfants dont elle venait de tuer le père, de découper le corps, de mettre à feu et d'abandonner à n'importe quoi. Mais il y a encore un élément plus troublant. Yves aurait été vu quelques heures avant sa mort à Fontainebleau par le patron d'un restaurant où il avait ses habitudes. Yves Bourgade, dans un établissement d'habitués à Fontainebleau, est vu un jeudi soir avec un bonhomme d'une 60aine d'années, vu pour la seule et unique fois par ce patron de bar. Moi déjà ça m'interpelle. Les enquêteurs n'ont jamais retrouvé la trace de ce mystérieux inconnu qui aurait dîné avec Yves. Mais les proches de Florence avancent une hypothèse. Cet homme avait peut-être prêté de l'argent à Yves Bourgade, car le maçon était joueur et il avait beaucoup de dettes. Il devait de l'argent à des ouvriers qu'il n'avait pas payés, des gens avec qui il avait joué, qu'il n'avait pas payé non plus. Donc je pense qu'il avait fait de mauvaises rencontres et à un moment, il faut payer, quoi. Et je pense qu'il en a payé de sa vie. Alors, règlement de compte lié à une dette ou drame passionnel? Sans aveu, impossible de savoir. Mais les jurés de la cour d'assises du Val-de-Marne doivent se prononcer. Vont-ils condamner Florence une seconde fois ou vont-ils la quitter? Lundi 26 mai, c'est l'heure du verdict. Florence est reconnue coupable de la mort de son mari et condamnée à 15 ans de prison. 5 ans de moins qu'en première instance. Pour la sœur d'Yves Bourgade, le verdict est un soulagement. On est satisfait qu'elle soit à nouveau reconnue coupable. Un peu déçu pour ses enfants qu'elle n'ait pas dit la vérité. Et puis aussi déçu pour elle parce que je pense qu'elle va rester jusqu'à la fin de ses jours avec ce poids sur la conscience et que c'est bien dommage qu'elle ne soit pas libérée de cela. Détail important, les jurés n'ont pas retenu l'intention de donner la mort. Florence est condamnée simplement pour violence volontaire. Mais pour sa mère, cela ne change rien. Elle croit toujours à l'innocence de sa fille. On n'y voit pas plus clair, mais nous allons tout faire pour prouver. Vous savez, les erreurs judiciaires, ça arrive. Ils ont tout enquêté à charge. Et nous, maintenant, on va s'occuper d'essayer de trouver la vérité, voilà, et de la réhabiliter. C'est tout ce que nous souhaitons. Tout de suite, le portrait de la semaine, Mathieu Debatisse, procureur de la République. Tous les jours, il décide du sort de dizaines de prévenus au nom de la société. C'est trop gros pour vous, mais quand vous étiez dans votre chambre d'hôtel en train de trafiquer les stupes, ça vous paraissait pas trop gros, donc... Histoire de star, la presse people au banc des accusés. On a au moins un procès par semaine. Des centaines de procès sont actuellement en cours. Un business pour les stars qui peut rapporter gros. On peut atteindre pratiquement, on va dire, le million d'euros de dommages et intérêts. Mais d'abord, le reportage de la semaine, Bruno et Gérard, deux pères dans la détresse. Ils se battent pour retrouver la garde de leur fille, placée en famille d'accueil par les services sociaux. Papa, je t'offre ce cœur pour te dire que je t'aime. Alors je t'offre ce poème. Je ne t'oublierai pas jusqu'à ma mort, Justine, mon très cher papa que j'aime. Cette lettre est la dernière que Bruno ait reçue de sa fille Justine. C'était il y a 5 ans. Depuis, il se bat pour récupérer son enfant. En 1997, Bruno et la mère de Justine se séparent. Puis son ex-compagne meurt et Bruno récupère la garde de sa fille. Tout va bien, Bruno travaille comme ingénieur et refait sa vie avec Aurélie.
De leur union naît Keira. Et là, Justine devient instable. Aurélie, sa belle-mère, essaye de lui venir en aide. Elle piquait des crises d'hystérie en se roulant par terre et en hurlant, ce qui n'est pas tout à fait avec un comportement un peu anormal pour un enfant de 9 ans. Le couple est désemparé. Bruno demande de l'aide aux services sociaux. Il ne se doute pas qu'il ne reverra plus jamais sa fille. Ce que nous voulions, c'était véritablement une solution tout à fait provisoire et en aucun cas une solution durable d'éloignement de Justine. Il y a 5 ans, un juge pour enfants décide que Justine doit être placée en foyer, puis en famille d'accueil. Bruno n'a plus le droit de voir sa fille, de lui écrire ou d'entrer en contact avec elle. Il manifeste depuis par tous les moyens pour essayer de retrouver Justine, y compris avec une banderole dans les rues de Paris. C'est une banderole que je sors depuis plusieurs mois dans Paris pour me plaindre de la disparition de ma fille Justine. Ça fait depuis 2005 que nous n'avons plus la moindre nouvelle de cet enfant. C'est équivalent, c'est tout à fait similaire à un rapt où nous n'avons pas la moindre nouvelle de Justine. Keira, qui a 5 ans, n'a quasiment jamais vu sa demi-sœur Justine. Papa, il est tombé. Donc là, c'est la chambre de Justine, enfin son ex-chambre, puisque vraisemblablement, pas prête d'y revenir, malheureusement. J'ai gardé quelques-uns de ses cahiers de classe et de ses dessins, des choses qu'elle m'avait faites. Voilà, c'est son bilan de géographie dont elle était très fière. C'est le début de son CM1. Et puis, le juge a décidé qu'elle serait placée en foyer d'accueil à 50 km de l'autre côté de Paris, donc à plus d'1 heure et quart de route de chez nous. Voilà. Aujourd'hui, Aurélie et Bruno regrettent d'avoir fait appel aux services sociaux. Ils étaient loin d'imaginer le cauchemar qu'ils allaient vivre. Il nous fallait une solution à ce moment-là. Nous n'avions plus le choix. Il nous fallait une solution. Mais on a rapidement plongé dans un climat, je dirais, de suspicion, où nous étions accusés de maltraiter cet enfant, de souhaiter la délaisser. En 2003, Bruno est soupçonné par les services sociaux de maltraitance envers sa fille. Mais Bruno a-t-il vraiment maltraité Justine ? Pour le savoir, nous avons posé la question aux services sociaux et à la famille d'accueil de la jeune fille. Ils ont refusé de nous répondre. Le tribunal pour enfants, saisi du dossier, a refusé lui aussi de nous répondre. Personne ne nous a permis d'approcher Justine, qui a aujourd'hui 15 ans. Pour récupérer sa fille, Bruno fait appel à un avocat. À ma connaissance, aucune poursuite pénale, aucune instruction n'a été diligentée à l'encontre de monsieur Kant au sujet d'une quelconque maltraitance ou d'une quelconque violence. Nous avons été accusés de maltraiter la grande alors qu'elle avait 9-10 ans. Vous vous doutez bien que s'il y avait eu un réel problème, il se serait inquiété également du nourrisson ou de cet enfant qui a aujourd'hui 5 ans. Aucune preuve de maltraitance n'est apportée au dossier. Pourtant, le juge s'appuie sur cet argument pour maintenir Justine loin de son père. Pour Bruno et Aurélie, ce combat judiciaire est une épreuve. Vous ressentez quoi ? De la douleur et oui, de l'humiliation d'avoir été mise de côté, puisque je n'ai jamais été convoquée par le juge, sauf une fois, où on m'a mis au coin en me disant que j'avais pas le droit de m'exprimer sur la totalité de ce qui venait d'être dit, donc ce qui veut dire en gros fermez-la. Voilà. J'aimais Justine, je faisais des choses avec elle, on avait parfois, c'est vrai, des relations un peu conflictuelles et difficiles, et il n'empêche qu'elle m'aimait quand même, sinon je pense pas qu'elle m'aurait fait un petit pot avec mon nom marqué dessus et des cœurs partout. Pour moi, c'était comme si elle m'avait dit qu'elle m'aimait. Depuis des années, Bruno a tout tenté. Il a écrit au président de la République et entamé une procédure pour obliger le juge à le recevoir. L'audience qu'il réclame depuis des mois doit avoir lieu cet après-midi au tribunal de Nanterre. Bruno va enfin apercevoir sa fille pendant quelques instants. Ça fait quand même 2 ans et demi que la relation est complètement rompue, qu'elle n'a manifestement pas la moindre nouvelle de nous. Ce sera au moins l'occasion de lui faire comprendre que je me bats toujours et que je l'aime. Une fois encore, Bruno va demander au juge que sa fille revienne à la maison. Il est 14h, l'audience va bientôt commencer, nous ne pouvons pas la filmer. 1h30 plus tard, Bruno sort du tribunal. J'ai pu constater qu'elle a beaucoup grandi, qu'elle a changé.
Et là maintenant, j'attends de pouvoir dialoguer, échanger, communiquer rapidement avec elle. Petite victoire, Bruno devrait prochainement voir son droit de visite et de correspondance avec Justine rétabli. Le délibéré de cette décision aura lieu le 30 juin. C'est une porte qui s'est entrebâillée. Le cas de Bruno n'est pas un cas isolé. En France, des milliers de familles vivent le même cauchemar. Gérard Faure, vice-président de l'association Respect des familles, vient en aide à ses parents bien souvent désemparés. Ce ne sont pas des petits cas isolés. Il y a en France 136 000 enfants placés dans des familles d'accueil. 50% de ces cas, c'est-à-dire 72 000, sont des placements clairement abusifs. C'est-à-dire pas abusif? Abusif, c'est-à-dire que le placement ne devrait pas avoir lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement un danger à la maison. C'est-à-dire que les parents ont toujours les capacités éducatives. Gérard vit le même déchirement que Bruno. À 55 ans, cet homme a derrière lui une brillante carrière de cadre bancaire. Mais surtout 11 ans de combat contre les services sociaux et contre des juges pour enfants pour retrouver ses deux filles, Charlotte et Pauline. Ça, c'est la dernière photo que j'ai prise de mes filles avant leur placement en août 97. C'est celle à laquelle je tiens le plus. C'est pourtant Gérard qui, en 1997, demande le placement de Charlotte, 7 ans, et Pauline, 10 ans, en famille d'accueil. À l'époque, son épouse Maryse, dépressive, est devenue dangereuse pour les petites. Elle les maltraite en les battant. Le juge autorise Maryse à rendre visite à ses enfants à condition de se soigner. Après 3 mois passés en clinique, Maryse est guérie. Elle se présente aux services sociaux pour revoir ses filles. Le 13 mars, elle est convoquée par une assistante sociale à midi, c'était le vendredi, qui lui explique en 2 mots qu'elle ne verrait plus ses filles, qu'il n'était pas question qu'elle les revoie. Enfin, elle lui a coupé absolument tout espoir, contrairement à la décision prise par le juge. Maryse écrit alors une lettre d'adieu et met fin à ses jours. Elle a pris tous les médicaments qu'elle a trouvés, elle en a fait un bol complet et elle a absorbé. Donc là, elle s'est donné la mort volontairement. Parce que, comme elle l'a écrit sur sa lettre, elle ne pouvait plus revoir ses filles. Maryse décédée, le risque de maltraitance n'existe plus. Il n'y a donc plus aucune raison pour que les filles de Gérard restent en famille d'accueil. Pourtant, 11 ans plus tard, après avoir remué ciel et terre, Gérard n'a toujours pas obtenu gain de cause. Charlotte, sa fille cadette, est toujours placée en famille d'accueil. Pauline, l'aînée, est revenue vivre chez lui en 2002. Elle a 15 ans lorsqu'elle demande à revenir à la maison. On est tombé sur un juge extraordinaire qui s'appelle Bessé, à Paris. C'était une de ses dernières affaires, puisqu'il est en retraite maintenant, qui, contre l'avis des services sociaux de Paris et de l'Ardèche, a tapé du poing sur la table et a dit « il n'y a aucune raison de laisser l'enfant comme ça, loin de sa famille ». Mais avant d'obtenir ce jugement, le père et la fille correspondent clandestinement pendant 6 mois pour échapper à la censure des services sociaux. On a mis au point tout un système pour qu'elle revienne à la maison. On savait très bien que ce serait difficile. On savait très bien qu'il y aurait de l'opposition en face. Alors on a établi un système de correspondance, des mots secrets dans des lettres, des choses comme ça. Et j'avais même mis au point quelque chose qui m'aurait valu 3 ans de prison, c'est-à-dire tout un scénario d'enlèvement, qui était parfaitement au point. Mais, en accord avec Pauline. On l'a fait ensemble. Aujourd'hui, Pauline a 21 ans. Elle vit dans la région de Nevers. Gérard fait régulièrement le voyage depuis Paris pour aller la voir. Bonjour ma fille. Pauline a tenu à nous parler de cette épreuve qui aurait pu détruire sa vie. Depuis quelques années, elle a décidé de renouer le lien familial. Une démarche difficile, car la famille d'accueil critiquait systématiquement Gérard auprès de ses filles. Il le dénigrait, donc c'était oui, la phrase clé qui revient souvent, c'est « votre père, il a tué votre mère ». Il y avait de la diffamation totale sur ce qu'ils ont dit. Moi, il me disait que mes filles ne voulaient plus me voir. Donc de ce côté-là, c'était clair, c'est les services sociaux qui me le disaient. Bon, les filles ne veulent plus me voir, point final. Donc c'est vrai que quand on nous dit ça en permanence, il arrive un moment où on ne sait plus, on ne sait plus ce qui se passe. En 2005, Gérard porte plainte pour manipulation mentale. La justice ne donne pas suite. Longtemps, Pauline en veut à son père. C'est pourquoi elle a mis des années avant de vouloir rentrer chez lui. Mais sa famille d'accueil multiplie les privations et les humiliations. Et un beau jour,
Pauline n'en peut plus. Elle me disait que de toute manière, j'étais mauvaise à l'école, donc je redoublerais ma seconde. Et ensuite, j'irai en BEP, ils ne voudraient même pas de moi et que je finirai à l'asile comme ma mère. Aujourd'hui, Pauline s'est reconstruite. Elle a acheté cette pouliche qu'elle a entrepris de dresser et envisage de travailler avec les chevaux. Elle s'en est tirée toute seule, elle a pu se battre toute seule, elle s'est organisée toute seule, elle a fait sa vie toute seule. Mais l'essentiel de sa vie, pour en arriver là, c'est elle qui l'a fait. Et c'est vrai, je suis très fier. De retour sur la tombe de Maryse, son ex-femme, Gérard estime que ce drame aurait pu être évité. En 2005, il a porté plainte pour homicide involontaire contre les services sociaux. Une plainte tombée aux oubliettes, classée par la justice. Gérard n'a pas revu Charlotte, la petite sœur de Pauline, 15 ans, depuis 7 ans. La mort de sa femme n'a servi à rien. Et ça n'a fait réfléchir personne. Tout le monde s'est dégagé de sa responsabilité. Personne n'a voulu regarder les choses en face. En aidant des familles qui vivent comme lui des placements judiciaires abusifs, Gérard tient la promesse qu'il a faite à Maryse sur son lit de mort. Elle était là, elle avait les yeux mi-clos, la bouche un peu ouverte. Elle me disait un peu continue à te battre. Moi j'ai fini, je suis fatigué. Voilà. C'est ça que j'ai ressenti avec elle, c'est pour ça que je continue à me battre. Et j'ai pas fini de me battre. Palais de justice de Créteil, 9h du matin. Au 11e étage, 8 standardistes pas comme les autres. Ils sont magistrats, plus précisément substituts du procureur. Ils reçoivent des coups de fil de tous les commissariats du Val-de-Marne. Mathieu de Baptiste, 33 ans, est substitut du procureur lui aussi. Il vient prendre son service. Sa mission, statuer sur le sort des personnes interpellées par la police. Je vous écoute. Monsieur de Baptiste ? Oui. Oui, mes respects, monsieur Major Leclerc du commissaire de Vitry. Oui. Je vous appelle pour vous rendre compte d'une affaire d'outrage et de rébellion à mes collègues CRS hier soir. Je vous appelle pour une affaire de recel de vol avec garde à vue. Elle a été interpellée par les douaniers suite à des découvertes dans ses bagages d'environ 1,5 kg de cocaïne. 150 appels par jour arrivent à la permanence. Vol, trafic de drogue ou encore coups et blessures, ce sont les délits les plus courants. Ce matin-là, Mathieu est aussi saisi d'une affaire de violence conjugale. Des violences volontaires sur concubin. Oui. On a un certificat d'ITT de 9 jours, alors qui mentionne hématome palpébral droit, c'est au niveau du visage, contracture des trapèzes, avec limitation des mouvements du cou, contusion face externe des bras et retentissement psychologique important. Oui, on imagine, oui. Le motif, on ne sait pas. Si, le motif, mais j'ai envie de dire c'est ridicule, parce qu'elle est rentrée du travail, elle était fatiguée, elle lui a fait juste un petit bisou et c'est tout, c'était tout. Et donc il a fait une crise de jalousie. Il lui tape dessus parce qu'elle lui a fait un petit bisou. Mais oui, c'est ça. Le pire, c'est que c'est ça. C'était pas assez un petit bisou en fait, c'est ça? Voilà, c'est tout à fait ça. Elle l'a habitué à plus, voilà ce qu'il m'a dit. Oui, par rapport aux 9 jours d'ITT, lui me dit que comme il y a eu un délai entre les faits et le dépôt de plainte, il est possible qu'elle se soit fait les hématomes entre temps. Bah bien sûr. Elle s'est jetée elle-même contre les murs et elle s'est attrapée les mains avec ses propres mains. Donc il va falloir lui dire d'arrêter de vous prendre pour des imbéciles, de bien le mettre face à ses responsabilités. Lui-même. Le conjoint violent a été mis en garde à vue. Mathieu de Baptiste le rencontrera un peu plus tard dans la matinée pour décider de son sort. Mais avant, le procureur se rend au commissariat de police de Créteil. Un homme a été arrêté dans une chambre d'hôtel avec 1 kg de cocaïne. Il coupait la drogue pour la revendre plus cher. Le rôle du procureur, ça va être de s'assurer que les conditions de la garde à vue sont correctes, que le gardé à vue a été en mesure d'exercer l'ensemble de ses droits, et puis aussi de contrôler la procédure dans son ensemble et de voir s'il est opportun de prolonger ou non la garde à vue. C'est le commissaire de police lui-même qui accueille le procureur et lui montre ce qui vient d'être découvert dans la chambre d'hôtel. Cocaïne en poudre, en cailloux, produits de coupe. Et puis en fait, on est sur quelqu'un qui est déjà bien connu de chez nous, donc pour des faits similaires.
1 kilo de cocaïne, une arme de poing, la personne interpellée risque gros. Il encourt 10 ans d'emprisonnement pour la détention, l'acquisition, le transport, vraisemblablement l'offre, la cession de stupéfiants, peut-être même une association de malfaiteurs. S'il est en récidive, il encourt 20 ans d'emprisonnement. La peine planchée étant fixée à 4 ans. Le trafiquant est en garde à vue depuis 24 heures. Le procureur va l'entendre pour essayer d'en savoir plus et décider si, oui ou non, il prolonge la garde à vue. Ça se passe comment la garde à vue, là? Les policiers sont corrects avec moi. Les policiers sont corrects? Vous avez demandé à avoir un avocat? Vous avez demandé à avoir un avis avec votre famille? Oui? C'est pas la première fois que vous êtes ici? Non, mais là, c'est trop gros pour moi. Ah bah c'est trop gros pour vous, mais quand vous étiez dans votre chambre d'hôtel en train de trafiquer les stupes, ça vous paraissait pas trop gros. Donc si j'étais vous, monsieur, à moi, je vais... Pas de mystère, hein, je vais prolonger la garde à vue. J'ai toute une famille, monsieur. Ah ben vous avez toute une famille, mais votre responsabilité, monsieur, elle a été engagée le jour où vous vous êtes mis à trafiquer les stupéfiants, hein. Et elle était à vous, cette cocaïne. Non, je devais la couper. D'accord, vous l'avez confiée. Bon. Donc votre garde à vue est prolongée, et on verra si elle est prolongée de 48 heures à partir de demain, en fonction de ce que vous allez dire aux policiers. Parce qu'il y en a beaucoup de questions à vous poser, monsieur. Retour au palais de justice. Il est midi. Mathieu de Baptiste va retrouver l'auteur des violences conjugales qui a été mis en garde à vue le matin même. Donc vous avez eu une altercation avec votre compagne dimanche. Oui. Ça veut dire quoi pour vous une altercation, monsieur? On s'est chamaillé, on s'est disputé, on a eu des propos verbaux assez insultants de part et d'autre. Et puis moi je l'ai pris physiquement par les bras comme ça, je l'ai secoué, elle est tombée sur le lit. Alors, hématome, contracture, contusion, 9 jours d'incapacité de travail. Ça veut dire que c'est pas une chamaillerie, monsieur. Ça veut dire que ce sont des violences. Et c'est inadmissible. C'est inadmissible et au surplus, elles sont aggravées par le fait qu'elles sont commises sur la personne avec qui vous vivez en concubinage. Bon, je considère que c'est quand même un chantage. Un chantage, quand elle dit j'ai bien réfléchi, je porte plainte, excusez-moi monsieur, pour moi c'est le fruit d'une réflexion. Et puis, en tout état de cause, je vais vous dire, peu importe. Parce que c'est pas elle qui vous poursuit, c'est moi. Oui, elle est victime, mais c'est moi qui vous poursuis. Elle déposerait pas plainte, ça ne changerait rien. Ah mais je reconnais que c'est pas bien, hein. Attention, je vais pas vous dire que... Non, vous aurez l'avocat commis d'office, voilà, vous signez ici vos déclarations après l'avoir relues. Le procureur décide que l'homme doit être jugé immédiatement. Quelle peine va-t-il requérir contre lui? Eh bien là, on va aller à l'audience, il est 13h30, ça va être les comparutions immédiates, qui vont sûrement finir très très tard. 13h30, l'audience du tribunal commence. Un juge et 2 assesseurs vont entendre l'auteur des violences conjugales. Alors monsieur, vous comparaissez devant le tribunal dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. Est-ce que vous acceptez d'être jugé maintenant ou est-ce que vous souhaitez un délai pour préparer votre défense? Oui, monsieur. Oui. Pourquoi? Pour accepter d'être jugé maintenant? Oui, pour accepter d'être jugé maintenant. Très bien. Sa compagne est appelée à prendre la parole. Malgré les 9 jours d'incapacité de travail et la minerve qu'elle porte toujours suite au coup qu'elle a reçu, elle minimise les faits. Je tiens à souligner que c'est vrai qu'elle m'a pas mis de coup de poing. C'est pas... Oui, c'était pas d'une violence extrême au niveau j'ai pas eu de coup de poing. C'était surtout, il m'a pressé le visage, il m'a... Voilà, oppressé plutôt ça. Parce qu'en fait, je suis vraiment pas là pour l'enfoncer parce que comme il a dit... On a un amour peut-être trop passionnel. Vous parlez au présent encore, comme lui. Oui. Tout à l'heure, à l'instant, vous... Oui, mais c'est fini pour moi. Mais vous savez, les sentiments, ils sont encore là. C'est vrai que sur le coup, j'ai pas porté plainte parce que je l'aime. Parce que c'était pas les premières disputes aussi. Et puis que j'ai réfléchi et là, j'ai arrêté de minimiser la situation. Donc, bref, moi j'ai réfléchi à tout ça et le lendemain je me suis dit, je me retrouve bafouée, humiliée en aimant encore cet homme qui finalement il n'a pas confiance du tout en mes sentiments. Et moi je me retrouve seule dehors parce que je suis chez ma soeur mais je peux pas y rester. J'ai des problèmes de santé importantes, j'ai un petit garçon et lui il minimise la situation, il est tranquille dans son appartement avec sa situation, j'ai l'impression qu'il comprend pas. D'accord. Après le témoignage de la victime, c'est au procureur de prendre la parole.
Son rôle au tribunal, requérir une peine au nom de la société. Madame Doudy, c'était pas d'une extrême violence physique. Il ne m'a pas roué de coups, il ne m'a pas donné des coups de poing. Mais d'une telle violence physique, d'une telle violence verbale, que les voisins vont aller toquer au carreau, inquiets de la situation. Je ne vais pas noircir le trait, je crois que chacun a compris et que monsieur aujourd'hui est en train de faire une démarche vers sa responsabilité. On est sur la bonne voie et donc la peine que je requiers dans ce dossier est une peine qui va viser à l'apaisement de la situation, évidemment. En conséquence, vous allez déclarer monsieur Cagnalas coupable des faits qui lui sont reprochés. En répression, le condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement assorti en totalité de ce sursis avec mise à l'épreuve dont je vous ai exposé l'obligation pour une durée de 2 ans et prononcer l'exécution provisoire. Merci, monsieur le procureur. Après délibération, le tribunal déclare que l'homme est coupable, mais décidera de la peine à appliquer dans 9 mois. Le temps de lui donner une chance de se racheter auprès de sa compagne. Au total, ce jour-là, 12 personnes ont été jugées en comparution immédiate. L'audience a duré plus de 11 heures. On a fini l'audience, il est 1h du matin. C'est toujours comme ça? Heureusement non, mais souvent c'est tardif. Et puis c'est surtout que c'est tous les jours en fait. Donc demain, il faudra de nouveau être là à 9h pour la suite. Ah non, c'est pas lui là, il a bougé. Cédric et Antoine sont paparazzi. Pour pouvoir travailler sans être reconnus, ils nous ont demandé de flouter leur visage. Pour être paparazzi, il faut être très patient, il faut avoir un scooter, un appareil photo et un bon réseau d'information. Les bons informateurs, des concierges d'hôtel ou des serveurs d'établissements réputés. Je vous donne ma carte de visite comme ça. Il est 14h et la chasse à l'image commence. Là, on va se balader un peu, à droite à gauche. Le secteur à Saint-Germain est relativement restreint. Il y a quelques restaurants, quelques rues. Surtout que là, il fait beau, donc il y a du monde en terrasse. Et justement, à quelques mètres de là, une chanteuse des années 70. Tiens, alors là, on a notre ami. Ah, il ouvre la poche. Alors, non, on s'en fout un peu. Si je la fais en photo, je suis pas sûr d'en vendre beaucoup, quoi. Après un premier repérage en scooter, Cédric et Antoine continuent à pied. Au détour d'un café, ils repèrent un écrivain à la mode. Ils tiennent peut-être un scoop. Tout dépend avec qui l'écrivain a rendez-vous. Bon, là, on a une petite star. Je vais vous montrer comment on fait en général pour prendre une photo. Même si, a priori, je vais pas trop la vendre. Donc là, je vais prendre notre camarade qui est là. Voilà, elle bouge pas. Merci. Voilà. Voilà. Et on essaie d'être assez rapide, de ranger le matos pour pas trop que ça se voit parce que les personnes autour et tout, en général, on n'aime pas trop se faire voir. Voilà, donc ça, c'était une petite photo à la volée. C'est une technique parmi d'autres. Les deux paparazzis vont attendre le baiser. Si l'écrivain embrasse la jeune fille, c'est une nouvelle idylle dans le monde des people et une photo qui vaudra peut-être son pesant d'or. Quand même, moi j'ai envie d'aller voir. Hein. Non, mais je les ai vus, ils se sont fait la bise. Ah d'accord. Une bise sur la joue, l'écrivain a simplement rendez-vous avec une amie. C'est raté pour le scoop. Les photos qui peuvent rapporter gros, c'est une nouvelle information. Donc c'est par exemple un nouveau couple de stars. Si vous avez deux stars qui sortent ensemble et que vous avez ces stars en train de s'embrasser et que c'est des grosses stars, ça rapporte gros. Et si ces photos rapportent gros, c'est grâce à un nouveau genre de magazine, la presse people. Quasiment inconnue en France il y a 10 ans, elle envahit les kiosques à journaux. Avec une dizaine de titres sur le marché, elle représente aujourd'hui plus de 3 millions d'exemplaires par semaine. Mais qui dit presse people, dit également procès. Les différends entre les stars et les journaux encombrent les tribunaux. Depuis le début de l'année et dans le seul tribunal de Nanterre, le plus sévère en la matière, 183 procès relatifs à la vie privée ont été jugés et 230 sont actuellement en cours.
Emmanuel Pierrat est avocat. Il défend les intérêts des stars les plus célèbres et en lisant les journaux, il leur fait gagner beaucoup d'argent. Une petite photo, une petite atteinte à la vie privée, une petite photo pas sympa et un petit commentaire, etc. C'est, on va dire, 10 000 €. Mais très très vite, avec une double page, on peut s'acheter une berline. Enfin, on peut demander légitimement le prix d'une berline. Et quand on est une star, on va dire, de stature presque internationale, et qu'on fait la couverture plus 3 ou 4 pages avec des photos particulièrement incandescentes, ça peut arriver. Bien là, on peut atteindre pratiquement, on va dire, le million d'euros de dommages et intérêts. Donc on peut en tout cas légitimement les demander. Et si Emmanuel Pierrat gagne ses procès, c'est grâce à un petit article du Code civil. Il y a un article magique qui s'appelle l'article 9 du Code civil qui dit « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Point. Et à partir de là, il dit simplement qu'on peut saisir en référé, c'est-à-dire très rapidement, en urgence, le magistrat pour faire cesser les troubles liés à l'atteinte à la vie privée. Et cet article, il est merveilleux parce qu'il est très court et qu'il ne précise pas ce qui rentre dans la vie privée. Donc depuis eh bien, qu'il existe, les magistrats considèrent que l'état de santé, les amours, les propriétés immobilières, les loisirs, faire de l'œil à quelqu'un qui n'est pas votre compagne officielle, et ainsi de suite. Enfin bref, une foule de choses sont considérées comme attentatoires à la vie privée, qu'elles soient montrées en images ou qu'elles soient décrites dans le corps du texte. Ici, Paris est un pionnier, c'est le titre People le plus ancien en France. Et depuis quelques années, il n'échappe pas, lui non plus, au procès de stars. On a au moins un procès par semaine, oui, mais je vous dis souvent avec des gens qui se sont beaucoup servis de la presse, People en particulier, pour établir une notoriété, qui n'hésitent pas à raconter des détails très très privés quand ils ont un disque à vendre ou une émission, mais qui en revanche n'aiment pas que l'on dévoile quelque chose qui n'est pas ni honteux d'ailleurs souvent, ni dégradant. Une enquête menée par le magazine Capital révèle le palmarès 2006 des stars qui ont gagné le plus d'argent. Numéro 1, un animateur télé et sa femme qui ont gagné plus de 500 000 €, juste devant la famille de Monaco, avec 410 000 €. Les sommes récoltées sont souvent très très éloignées du préjudice. Je pense que quelqu'un qui se fait renverser par un chauffard un petit peu alcoolisé a un préjudice bien plus grand et d'après nos informations, les sommes octroyées sont vraiment moindres. Mais tous les people ne profitent pas du business des procès. Ancien champion et commentateur sportif, Philippe Candeloro a une recette pour échapper aux paparazzi. De toute façon, ils sont toujours les bienvenus avec moi. Quelque part, moi, j'ai jamais vraiment subi de paparazzi parce que je pense que naturellement, je donne. Donc, s'ils veulent un truc de moi ou faire un truc, une mise en scène, un machin, je pense qu'ils auront plutôt l'intelligence de m'appeler et de demander de faire un truc ensemble. En plus, j'ai pas une vie tellement extravagante au point d'attirer les paparazzi sur moi pour qu'ils aient des scoops. Parce que voilà, il n'y a pas vraiment grand-chose à aller fouiner dans ma vie privée. Le fait de ne pas être souvent en boîte de nuit, déchiré, et pas rentrer chez soi à l'heure, ou pas seul, ou pas avec sa femme, je pense que ça aide. Ça aide forcément à ce que les mecs ils disent « Bon, bah lui, il a une vie pépère, tranquille, tout va bien dans sa famille, pourquoi aller l'emmerder ?» Voilà, je pense que c'est comme ça que les gens me laissent tranquille. Philippe Candeloro n'a jamais porté plainte contre un journal People. La semaine prochaine, dans Fait divers le Mag, les victimes de Toulouse. Depuis 20 ans, 195 personnes ont disparu dans la région. En majorité des jeunes femmes, enlevées ou assassinées. Des familles se battent pour connaître la vérité. On est massacrés. Moralement, on est massacrés. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. L'affaire du pont de Neuilly. Marc Machin a été condamné en 2004 à 18 ans de prison pour le meurtre de Marie-Agnès Bedeau. Sera-t-il libéré ? Lundi, la commission de révision doit rendre son verdict. J'espère que s'il y a vraiment justice, il devrait être libéré.